En 2025, on sait que de nombreux aspects de la mobilité sont ultra connectés. Ici à Mérode, par exemple, il y a tous les compteurs qui permettent de dire dans combien de temps le bus va arriver. Il y a aussi les pistes cyclables avec de nombreux compteurs qui permettent de dire combien de vélos passent ici chaque jour. Prenons aussi l'exemple des trottinettes électriques qui sont très nombreuses ici. On peut savoir énormément de données, leurs données d'autonomie, leurs données géographiques aussi. On peut en savoir plein de choses sur le profil des utilisateurs. Ça, c'est pour les différents moyens de transport. Et puis dans l'espace public, on sait aussi que différentes applications Google Street View, pour pas la citer, permet de numériser l'espace public pour savoir énormément de choses. On peut, par exemple, savoir quel est l'état des routes quasiment en temps réel. Alors, toutes ces données de la mobilité sont très intéressantes et quand on les mélange, quand on les prend, quand on les classe, quand on les consolide, on peut en faire énormément de choses. Alors imaginez un petit peu qu'on rajoute de l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin. Ça rajoute une dimension absolument surréaliste, des perspectives qui sont absolument énormes. Les données de la mobilité sur papier comme ça, c'est pas très sexy, mais ça va faire une émission qui, je vous promets, vous allez apprendre plein de trucs. On se retrouve juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le tram, bienvenue dans cette émission. On est avec vous Martin Lefranc, vous êtes conseiller nouvelle mobilité chez Bruxelles Mobilité. En quelques mots, ça consiste en quoi ce poste? C'est bien ça, le conseil nouvelle mobilité, je m'occupe de tout ce qui est nouveau type de service de mobilité ou nouveaux véhicules et je suis impliqué dans toutes les politiques publiques pour ce type de service. La micro-mobilité, les trottinettes notamment? Notamment, oui, tout à fait. Micro-mobilité, terme ultra vaste, comment vous le définissez vous en quelques secondes? Alors c'est essentiellement des véhicules très petits, très légers, électriques et donc on parle essentiellement de trottinettes électriques, de vélos électriques, mais aussi nouvelles formes de véhicules. On commence à voir les micro-voitures électriques. Voilà, c'est ce genre de véhicules-là qui sont concernés. En 2025, collecter des données sur la mobilité, c'est indispensable, c'est incontournable? Oui, et c'est d'ailleurs même ça fait partie de nos objectifs et une mission en tant que Bruxelles Mobilité Administration en matière de mobilité. On a un plan et une stratégie régionale de mobilité avec plusieurs facettes, plusieurs chapitres. Et il y en a un qui s'appelle Good Knowledge et dont l'objectif est vraiment de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir mieux orienter justement la stratégie à l'avenir, voir comment la mobilité évolue et être sûr qu'on est sur les rails et qu'on va atteindre nos objectifs. Avant de venir clairement au sujet de la micromobilité, c'est quel type de données? Comment on les attrape ces données? C'est via les caméras intelligentes par exemple? Alors pour la micromobilité et surtout donc les trottinettes vélos partagées en flotte libre, en fait les véhicules, pour que le service puisse être fourni, les véhicules doivent être connectés. Et donc le service est fondamentalement digital et génère énormément de données, que ce soit la localisation du véhicule, le niveau de batterie, le déplacement qui est fait par l'usager avec la location. Tout ça est disponible en fait. Il y a 3 types de données qu'on doit différencier selon la micromobilité. C'est ce que vous m'expliquez il y a quelques jours. En termes d'appareils, de dispositifs, de moyens de transport d'abord, c'est quelles données qu'on peut capter par exemple des trottinettes électriques? Eh bien, donc, pour pouvoir avoir accès à ces services-là via des applications comme finalement Google Maps ou l'application régionale Floya, il faut savoir où se trouvent les véhicules, savoir s'ils sont disponibles, s'ils sont en bon état de fonctionnement, etc. Et donc c'est vraiment des données très opérationnelles. Pouvoir avoir accès au véhicule et pouvoir dire oui, je le loue pour faire mon trajet. Donc ça, c'est vraiment des données tout à fait publiques. Il n'y a aucune sensibilité en termes de protection de vie privée. Les opérateurs sont d'accord de les partager? Il n'y a pas des sensibilités commerciales justement d'avoir la volonté de cacher certaines choses? Pour ces données-là, cette facette-là de données de mobilité, très très peu, voire aucune, parce que justement, il y a une possibilité d'être très ouvert. C'est souvent des standards assez répandus et qui permettent justement d'accéder aux véhicules par d'autres applications et donc un plus grand public potentiellement qui pourrait louer le véhicule en question. Ces données sur les véhicules, comment vous les utilisez? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes à avoir pour vous, Bruxelles Mobilité? Alors nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un accès à une multitude de services de mobilité. On veut que les citoyens et citoyennes soient de plus en plus multimodaux. Et donc on veut faciliter, on est conscient que c'est pas évident de dire aux gens voilà, débarrassez-vous de votre voiture et faites utiliser plein d'autres services de mobilité, savoir comment fonctionne une voiture partagée ou une trottinette partagée, c'est pas évident. Donc nous on veut les aider et simplifier l'accès à tout ça. Et donc là c'est une autre partie, une autre facette de mon métier en tant que conseiller nouvelle mobilité, c'est sur le MaaS ou une application potentiellement qui un jour rassemblera tous les services de mobilité et leur faciliter les accès. Une espèce de package all-in pour la mobilité en ville. Ça c'est pour l'appareil en tant que tel, après il y a les données utilisateurs.
Moi, Oui. par exemple, si j'utilise une trottinette, qu'est-ce que vous pouvez savoir pour moi et pourquoi c'est intéressant de savoir ce que je peux faire? Alors là, ça c'est vraiment des données très très sensibles, personnelles, parce qu'à ce moment-là, il y a une dimension de tracking. Et donc là, il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Effectivement, des données existent sur le trajet que vous feriez. Mais on essaye de rassembler ça de manière agrégée pour enlever justement toute la dimension de sensibilité Elles et de sont protection. anonymisées, donc Elles sont on ne permet pas de anonymisées. les relier en quelque sorte à une personne. Exactement. Donc nous, on peut avoir et identifier des tendances. Par exemple, sur tel axe, il y a un plus grand flux de déplacements, ce qui nous permet de préparer et planifier, par exemple, un aménagement adapté pour absorber cette demande. Mais on n'est aucunement en mesure d'aller chercher mais tel déplacement qui est fait par Thomas à tel moment. Ça, on n'est pas du tout en mesure de le faire. Ces données-là, couplées à certains jours particuliers pour la mobilité bruxelloise, vous expliquiez l'exemple d'une grève, par exemple. Qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre et qu'est-ce que ça vous permet de tirer comme conclusion? Alors, les jours de grève, évidemment, sont très particuliers parce qu'il y a un service public, transport public, qui est moins présent. Et donc, c'est, d'un point de vue purement théorique, intéressant de voir comment le système de mobilité fonctionne, comment les personnes se rabattent sur d'autres modes de transport. Et donc, mardi dernier, le 29 avril, journée de grève, on a observé un record absolu sur les compteurs vélo et on a observé aussi un record absolu sur les déplacements qui sont faits en mobilité partagée. Et donc ça nous permet d'imaginer le potentiel de la mobilité partagée. Combien de trajets pourraient être faits par jour par les véhicules partagés et on voit que les véhicules étaient loués 4, même presque 5 fois sur toute la journée et pour presque 100 000 déplacements. Et donc 100 000, ça commence à devenir significatif. Ça a dépanné beaucoup de monde. Martin, toutes ces données dont on parle, c'est les données qui vous remontent du terrain en quelque sorte. Il y a aussi des données qui redescendent pour les opérateurs. Exactement, ça c'est un troisième volet. On essaye d'exploiter au maximum les capacités de digitalisation de ces services-là et on est en mesure désormais de définir des règles, des périmètres, d'y associer les règles et de les pousser vers les opérateurs. L'exemple le plus concret, le plus parlant, je pense, c'est celui du piétonnier au centre-ville. Il y a eu pas mal de conflits entre piétons et usagers de trottinettes et vélos avec un différentiel de vitesse beaucoup trop important. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est une limitation de la vitesse à 8 km/h pour les trottinettes. J'ai moi-même dessiné le périmètre, j'ai associé la règle de 8 km. Et désormais, quand une trottinette partagée entre dans ce périmètre-là, la vitesse est automatiquement baissée et tout le monde respecte finalement le code de la route pour un meilleur partage d'espace public. Toutes ces données, Martin, qui montent et qui descendent, est-ce qu'on peut les utiliser à d'autres fins, par exemple? On sait, par exemple, quand on parle de trafic de drogue, les trottinettes, elles sont de temps en temps utilisées par des dealers. Ou alors, justement, quand on parle de certaines zones qui sont évitées, est-ce qu'on pourrait inclure les hotspots? Comment ça se passe aussi pour l'utilisation de ces données pour éventuellement lutter contre certains comportements qui ne devraient pas avoir lieu? Alors comme je le disais, on n'utilise pas et on n'a pas accès surtout aux données personnelles. Ça c'est plutôt les opérateurs et donc dans une configuration on essaie de lutter contre ce genre de comportement. On impliquerait les opérateurs. Mais on est en mesure aussi de définir effectivement et d'associer les périmètres et pourquoi pas des limitations de vitesse dans certains quartiers, dans certaines zones, pour essayer d'aider les forces et les autorités de police. Je vous remercie Martin Lefranc, c'est très clair. Voilà donc pour tout ce qui concerne les moyens de transport. Maintenant on va se tourner un petit peu vers l'espace public parce qu'on sait qu'en 2025, tout est numérisé tout autour de nous, peut-être même les rails sur lesquels on se trouve en ce moment. Et voilà, on se retrouve avec Victor Kins. Bonsoir Victor, vous êtes responsable commercial pour les pouvoirs publics au niveau de Cyclomédia. Cyclomédia, en quelques mots, c'est une entreprise qui fait quoi? Effectivement, Thomas, merci pour l'invitation. Cyclomédia est le leader mondial dans le domaine de la cartographie mobile. La cartographie mobile, c'est-à-dire vous numérisez en quelque sorte les voiries de Bruxelles et de différentes villes du monde? Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est visualiser l'espace public à partir de nos propres caméras. Ouais. C'est une technologie que nous maîtrisons nous-mêmes, qui est brevetée. Et quel type de caméra, par exemple, ça fonctionne comment? C'est des caméras qui sont dans des voitures, comme on peut voir de Google Street View, par exemple, qu'on a l'habitude? Oui, c'est fortement comparable dans le sens où nous disposons d'une flotte d'une centaine de voitures qui sont chapeautées d'un système de caméras. On travaille avec 5 caméras qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des cycloramas. Ouais. Les cycloramas, c'est des images à 360 degrés, des images panoramiques
à très haute résolution et qui vont permettre de visualiser, d'analyser l'espace public d'une façon très très détaillée. On combine ça avec des systèmes de positionnement et aussi avec le LIDAR. Le LIDAR, c'est un système de laser qui va permettre de détecter des objets autour de la voiture où on fait les enregistrements et qui permettra de créer un nuage de points. Vous me disiez aussi que vous utilisiez un avion notamment pour capter des images des voiries dans le monde. Oui, effectivement. Depuis l'année passée, on combine les images qu'on prend à partir de la rue avec des images aériennes. Et vous l'avez déjà fait à Bruxelles ? On est en train de le faire sur Bruxelles. On ne les a pas encore, mais pour la majorité de notre pays, ils sont déjà disponibles. Et alors vous travaillez avec les autorités publiques. Les images que vous prenez, c'est pas pour moi ou le commun des Bruxellois, c'est plutôt pour les autorités publiques. C'est pour un usage professionnel, disons. Hein. Quel type d'usage justement ? Dans le domaine public, on voit qu'il y a pas mal d'administrations municipales qui vont utiliser nos images, notre application, justement dans un contexte d'urbanisme, dans un contexte de mobilité. C'est par exemple pour voir l'état des voiries, c'est ce que vous me disiez. Pour notamment voir l'état des voiries. Et nos images permettent d'analyser l'état des voiries, permettent d'identifier des défauts, des dégâts qui doivent être réparés. Et on peut travailler avec des algorithmes que nous développons qui vont permettre aux administrations de prioriser les endroits où on doit intervenir, où on doit faire de la maintenance ou faire des réparations. C'est quoi l'avantage par exemple? C'est de ne pas devoir se rendre sur le terrain? Notamment, c'est un très grand avantage parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Très souvent, il n'y a pas la disponibilité. Et en plus, il y a l'avantage de l'objectivité. Parce que si on doit envoyer plusieurs inspecteurs pour inspecter les routes, on va avoir le problème de l'interprétation d'une certaine situation. Il y en a certains qui vont trouver qu'un nid de poule est problématique, d'autres qui vont trouver que ce n'est pas le cas, tandis que là on essaye d'objectiver. Exactement. Ah, il y a d'autres applications que vous utilisez à Bruxelles. Je crois savoir que vous travaillez notamment avec Parking Brussels. Oui, on vient de débuter un projet chez Parking Brussels où on va créer un inventaire, un genre de cadastre de tous les emplacements parking dans le domaine public. Non seulement on va les compter, on va les localiser, mais on va aussi les catégoriser dans les différentes catégories qu'eux ils ont définies. Comme par exemple des emplacements réservés aux corps diplomatiques, aux taxis, aux personnes handicapées. Pour donner un autre exemple aux téléspectateurs, il y avait aussi un exemple que vous m'expliquiez sur les feux de signalisation par exemple. Là aussi ça permet de faire un inventaire de tous les feux de signalisation en cas de problème éventuellement. Oui, effectivement, on peut faire des inventaires de tous les biens qui se trouvent dans l'espace public. Et là, on parle par exemple des banques, dans les parcs ou sur les rues. On parle des panneaux de signalisation et tous les biens qui peuvent être dans l'espace public et qui tombent sous la responsabilité d'une administration. Avec toutes ces données que vous captez du terrain, après ce que vous arrivez à faire, c'est les coupler à de l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin. Expliquez un petit peu en quoi ça consiste. Oui, par exemple, l'analyse de l'état des voiries, c'est quelque chose qu'on fait basé sur nos images, mais pas à la main, pas d'une façon manuelle, mais on va travailler avec des algorithmes qu'on va lâcher sur ces images. Et c'est justement ces algorithmes qui vont identifier les endroits où il y a des dégâts. Quelles sont les perspectives de cette entreprise Cyclomédia à l'avenir? Est-ce que c'est très sollicité? Comment ça se passe? Comment vous voyez l'avenir par rapport à tout ça? Oui, on voit une très grande croissance. Tout d'abord dans le secteur ou dans le domaine public. On a en Belgique déjà plus que 200 références communales avec qui on travaille. Au niveau régional, on a une dizaine d'organisations avec qui on travaille. Et dans le niveau fédéral, sur le niveau fédéral, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on travaille. Maintenant, on trouve aussi l'entrée dans le domaine privé. Et là, on travaille ensemble, par exemple, avec des sociétés telles que Proximus, dans le contexte du déploiement de leur solution fibre, ou de Fluvius, qui a quand même une très grande infrastructure à maintenir, à gérer
et à éteindre. Eh bien, on continuera à vous suivre parce que c'est passionnant ce que vous arrivez à faire, notamment avec cette imagerie des villes de Bruxelles notamment. Et on va tenter d'organiser probablement un petit reportage avec BX1 pour pouvoir venir voir sur le terrain comment ça fonctionne. Merci Victor d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.